Bonjour à toutes et tous. Un bonjour particulier aux participants que nous ne voyons pas malheureusement, mais que nous savons que vous êtes là. Et bienvenue aussi aux conférenciers, conférencières qui ont accepté aujourd'hui là, de nous parler du thème d'aujourd'hui, qui est de regard critique, le cadre législatif québécois face aux défis environnementaux. Je me présente, Hélène Méran, je suis professeure à la Faculté de droit à l'Université de Sherbrooke. Mes intérêts de recherche sont justement sur les approches critiques du droit tel qu'appliqué en matière environnementale. Donc, c'est un intérêt particulier que j'ai pour le thème d'aujourd'hui et d'entendre là, les panélistes qu'on va attendre dans quelques minutes. Vous savez, il y a quelques jours, il y a le fameux plan pour une économie verte qui a été lancé par le gouvernement de la CAQ, par François Legault. Et dans ce plan-là, plusieurs ont critiqué l'ampleur du plan et finalement, c'est un plan davantage pour un développement économique que pour la protection de l'environnement. Et en d'autres termes, ce qu'on y voit dans ce plan-là, c'est plutôt du business as usual plutôt que des mesures qui seraient drastiques ou importantes pour faire face notamment au changement climatique ou encore pour protéger la biodiversité ou encore pour s'assurer d'une diminution de la pollution là, sous toutes ses formes. Et d'un autre côté, à la fois, on a ce modèle-là qui reste ancré dans une vision qu'on a depuis très, très longtemps. Mais par ailleurs, il y a la pandémie qui nous frappe de plein fouet. Et là, on voit que les gouvernements, soudainement, se trouvent des nouveaux pouvoirs et de nouvelles façons radicales de changer notre quotidien et finalement de repenser nos structures. On avait eu le même panel il y a un an. Et je vous avais posé la même question, est-ce que ce serait possible là, de ralentir l'économie, de mettre des freins, de mettre finalement de fermer la frontière? Plusieurs auraient dit, ben c'est réaliste là, de fermer les commerces, de fermer les frontières, alors que nous y sommes présentement. Alors, on a ce déséquilibre-là, à la fois un discours qui nous dit, ben c'est la seule possibilité, et d'autre part, on voit que c'est possible de penser autrement, de prendre des mesures radicales. Alors, dans ce contexte-là, on peut se poser comme question, quel est le rôle que le droit peut jouer en matière environnementale? Et est-ce que finalement, ce droit-là, est-ce qu'il va nous permettre d'atteindre des victoires pour la nature, pour repenser notre relation humain-environnement, pour changer les choses? Donc, est-ce que le droit sert à ça? Et ou est-ce que le droit aussi fait partie du problème? Est-ce qu'il donne certaines priorités à des conceptions, par exemple, anthropocentriques de la relation humain-environnement? Ou est-ce que le droit ne nous permet pas d'atteindre de réels changements? Alors, on va aussi aborder la question de comment devrions-nous repenser le droit et sous divers angles. On va aborder ces questions-là, ou sinon je vais demander à mes panélistes de répondre à ces questions-là plus tard s'ils ne sont pas directement abordés, mais certainement ils vont l'être sous divers angles. On va l'aborder avec Alexis Wawanola sous l'angle des traditions juridiques autochtones. On va l'aborder avec Jonathan Mailly sous l'angle du premier projet de loi déposé à l'Assemblée nationale sur l'obsolescence programmée. Et finalement, on va l'aborder avec Anne-Sophie Doré via le travail du CQDE. Alors, je vais présenter chacun de nos panélistes et par la suite, ils auront environ 7 minutes pour nous faire part là, de leur conception critique du droit de l'environnement québécois. Et par la suite, je vous invite là, aux participants de communiquer vos questions via le chat et je vais les communiquer par la suite aux participants. Donc ça va être à la toute fin. Donc on va attendre que nos trois panélistes aient terminé de présenter leurs idées. Et à la toute fin, nous pourrons là finalement discuter. Là, on a quand même une bonne partie de temps. Là, on a environ 30 minutes pour discuter avec vous là, des enjeux qui vous intéressent. Alors, pour Alexis Wawanola, il nous disait tout à l'heure que ça fait 2 jours qu'il a commencé son stage comme juriste. Donc, il est originaire de Val-d'Or au Québec. Il a été député d'Abitibi-Est et a siégé à l'Assemblée nationale. Il a aussi été conseiller au Conseil des Abénaquis d'Odanak, oui, et directeur du développement des ressources humaines pour les Anishinaabeg. Anishinaabeg, merci. Du lac, c'est bon. Anishinaabeg. Aujourd'hui, après un baccalauréat en droit, qu'il a fait notamment à l'Université de Sherbrooke et un JD aussi fait à l'Université de Sherbrooke, il a terminé son barreau et maintenant il est stagiaire chez, oui, présentement, depuis 2 jours, Neshish et Shampoo, SENC.
Donc, pour Alexis, Jonathan Maillé, il est chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un de mes collègues qui enseigne le même cours que moi en interprétation juridique. Et il est aussi enseignant à temps plein en éthique et en philosophie au Cégep de Sherbrooke. Il est reconnu pour ses méthodes pédagogiques qui sont innovantes, axées sur la réalité contemporaine. Il a fait beaucoup d'actions concrètes dans ses cours en droit et liant des enjeux en philosophie et en droit. Et Monsieur Maillé est l'instigateur avec ses étudiants de la faculté de droit du fameux projet de loi 1997 visant à lutter contre l'obsolescence programmée et à faire valoir le droit à la réparation. Et finalement, Maître Sophie Doré, qui est avocate pour le CQDE. Elle est titulaire de baccalauréat en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval, de baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en droit de l'environnement de l'Université Laval et de l'Université Panthéon-Sorbonne. Elle est avocate au CQDE et en plus d'être coordonnatrice de la clinique juridique, elle est responsable des dossiers de réforme législative et réglementaire. Avant de se joindre à l'équipe du CQDE, Maître Doré a travaillé au sein de l'organisme Éducalois et a exercé à titre d'avocate au service de recherche de la Cour supérieure du Québec. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Alexis. Oui, Mdazewa, Alexis Wawanalwat, merci au Centre québécois de l'environnement de l'invitation. Un peu de dernière minute, je me sens un peu un imposteur ici, je suis vraiment pas un spécialiste en droit de l'environnement, mais j'ai quand même une réflexion sur le sujet. Donc, puis je tiens à remercier aussi mes patrons Maître Néachiche et Maître Champoux de m'avoir généreusement libéré cet après-midi, même si je suis en présentiel juste 2 jours semaine. Une journée par 2 semaines. Donc, je vais commencer comme ça avec une petite histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'arbre qui s'appartenait lui-même, The Tree That Owned Himself, dans la ville d'Athènes, dans l'État états-unien de Géorgie. Vers 1832, on avait un certain Monsieur Jackson qui était descendant d'une grande lignée, d'une famille très importante dans cet État, qui avait tellement des bons souvenirs avec un arbre en particulier, un chêne blanc, qui a décidé dans son testament de faire en sorte que l'arbre, il a cédé la possession de l'arbre à lui-même, à l'arbre. Et depuis 1832, on a un espace comme ça à Athènes, en Géorgie, où il y a un arbre qui s'appartient lui-même. Donc, on a donné une personnalité juridique à un arbre. Et en 1942, cet arbre-là est mort suite à un long déclin, et maintenant, c'est aujourd'hui le fils de l'arbre qui s'appartenait lui-même qui occupe l'espace. Où je veux en venir avec ça, c'est un peu justement pour quelqu'un qui était formé en droit civil puis en common law, c'est quand même assez particulier de voir qu'est-ce qu'on a décrit comme un objet dans le droit des biens, pouvoir avoir cette personnalité-là. Et qu'est-ce qu'on peut percevoir de cette personnalité-là, c'est que cet arbre-là puis son descendant ont pu être préservés depuis 1832 à cet endroit. Ça nous amène à une confrontation philosophique qu'on peut retrouver entre le droit tel qu'on le connaît, qui est basé sur la philosophie libérale qui est basée sur une approche linéaire du temps et la liberté de pouvoir, entre autres, accumuler le plus de richesses possible. Et la philosophie qu'on retrouve dans beaucoup de Premières Nations, qui a comme point focusal le territoire et le cercle comme conception des choses. Et cette confrontation-là entre les concepts juridiques, on le voit, moi je suis plus un constitutionnaliste dans mes intérêts, on le voit beaucoup dans les jugements de la Cour suprême qui portent sur les droits ancestraux des Premières Nations, comment on a de la misère à traduire cette conception-là du droit qu'on peut avoir chez les peuples autochtones en droit intelligible eurocentrique. Parce que non seulement notre droit est anthropocentrique, où le droit de l'environnement est basé sur le droit de plus de polluer, comment on gère les pollueurs plutôt que comment on protège vraiment la nature. Et non seulement il est anthropocentrique, il est eurocentrique aussi, dans cette conception-là, très, très, très libérale de accumulation de richesses. Donc,
comment on pourrait justement maintenant intégrer des principes de droit autochtone en droit colonial? Parce qu'on est tout le temps dans une période coloniale pour les peuples autochtones. Donc, moi, je pense qu'il faut en arriver peut-être à faire. Il y a des exemples dans le monde, entre autres en Nouvelle-Zélande. On a décidé de donner la personnalité juridique à une rivière. On a vu ça aussi en Colombie. Donc, est-ce qu'on pourrait décider de donner des personnalités juridiques à certaines forêts, à certains environnements qui nous tiennent en cœur? Est-ce qu'on pourrait donner une personnalité juridique à la terre-mère pour qu'on puisse vraiment défendre ses droits? Est-ce qu'on pourrait justement essayer de passer de cette philosophie-là où le territoire nous appartient à une philosophie où on appartient au territoire en tant qu'humain? Et comme le territoire, on y appartient, on a non seulement comme des droits envers celui-ci, mais on a des obligations envers notre terre-mère. Je pense que éventuellement, il faudra en arriver à pouvoir avoir ces réformes-là. Terme, moi, je voirais ça dans une réforme constitutionnelle, mais en attendant, on pourrait essayer d'intégrer des éléments dans ce sens dans les lois de la province, les lois environnementales de la province ou au fédéral. Donc, moi, je verrais qu'on pourrait avoir comme principe interprétatif quelque chose qui dirait, considérant que les humains font partie de leur territoire, que les décisions doivent être prises sous l'égide du CEP, puis qu'on doit avoir comme principe interprétatif de toujours avoir en tête les 7 prochaines générations, comme dans beaucoup de communautés, dans beaucoup de nations autochtones. Je pense qu'on améliorerait notre droit, puis on donnerait des outils aux juges pour interpréter le droit, pour que ce soit pas non seulement un droit de polluer, mais aussi la protection de l'environnement pour de vrai. Donc, je vais laisser. S'il y a d'autres questions, Oui, ça soulève plein de belles questions. Effectivement, ça met vraiment bien la table et dans un temps vraiment super, très synchronisé. Donc, le prochain panéliste, Jonathan. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Alexis. Bonjour Anne-Sophie et bonjour Hélène, chers collègues. Écoutez, moi je vais en quelques secondes vous expliquer un peu mon parcours parce que vous allez comprendre que c'est tout à fait logique avec ce dont je vais vous parler cet après-midi. J'ai une formation en droit à l'Université de Sherbrooke. Une fois le bac terminé, j'ai décidé d'aller faire des études de maîtrise en éthique et en philosophie. J'enseigne comme chargé de cours à l'université depuis 2003 et au Cégep de Sherbrooke depuis 2004. Donc, ces deux intérêts qui sont vraiment importants pour moi, la justice à travers le prisme juridique, mais aussi à travers le prisme philosophique. Et évidemment, quand on étudie l'éthique, ben, on réalise que le savoir sans l'action, ça ne vaut pas grand-chose. Et dans mes méthodes pédagogiques, j'ai toujours eu un souci pour ça, particulièrement au Cégep où c'était un peu plus simple. Avec un collègue, Christian Leclerc, on a développé un cours qui s'appelle « Le citoyen face aux défis environnementaux » où on a justement fait un peu d'éducation citoyenne en faisant des rapprochements avec le problème environnemental actuel. Et pour la première fois à la session d'hiver 2019, j'ai essayé cette approche pédagogique à l'université après avoir vu un reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada intitulé « Les pépins d'Apple ». Je vous invite à aller le voir. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous le tapez sur Google et vous allez trouver. Ou en gros, pour faire une histoire courte, une personne va en caméra cachée chez Apple, son ordinateur portable ne fonctionne plus. On fait faire une estimation pour la réparation. On parle de 1000 à 1300 $. Donc, la solution, c'est d'en acheter un neuf. Mais les gens en caméra cachée, évidemment, qui font l'enquête, se rendent chez un réparateur à New York et pour à peu près là, 0 $, 2 minutes de temps, la personne répare l'ordinateur. Et évidemment, c'est un reportage sur l'obsolescence programmée puis le droit à la réparation. Alors, comme pédagogue, en lien avec des jeunes qui ont tous des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, je me suis dit que ce serait intéressant d'amener ce défi-là aux étudiants parce qu'en interprétation juridique, on enseigne des théories qui vont nous aider à trancher des litiges d'interprétation, c'est-à-dire comment on utilise les mots, est-ce qu'on leur donne leur sens courant, est-ce qu'on leur donne un sens spécifique, quelle est la logique à travers laquelle une loi est construite, est-ce qu'on peut se servir justement de cet aspect logique pour trancher un problème d'interprétation. Et en général, on a cette approche-là de manière un peu plus théorique en voyant des jugements et des recueils de doctrine. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'ajouter une dimension pédagogique en demandant aux étudiants de créer eux-mêmes un projet de loi qui allait
régler le problème de l'obsolescence programmée et ce qu'on a réalisé en cours de route aussi, un élément important, celui de faire valoir le droit à la réparation. Donc, on a trouvé des alliés à l'Assemblée nationale, des alliés du milieu. Hélène qui a aussi participé à ce panel où les étudiants ont travaillé sur les principales composantes d'un projet de loi, ont présenté ce projet de loi à un panel d'experts, politiciens, réparateurs, profs d'université, etc. Et on a ultimement déposé le projet de loi, ce qui est devenu le projet de loi 197 à l'Assemblée nationale avec le soutien d'un ami, le député indépendant, M. Guy Ouellet. Ça s'est fait au mois d'avril 2019. Et juste pour vous donner une idée, évidemment, des composantes du projet de loi, je vous dirais grosso modo là, 4 choses importantes. La première, créer l'infraction de pratiquer l'obsolescence programmée. Ça n'existe pas en droit québécois. Il y a des éléments de la loi sur la protection du consommateur qui peuvent pallier à certains problèmes, mais les Français l'ont fait dans leur code de la consommation. Donc, nous, on n'avait pas encore cette infraction-là. Reste que c'est difficile de prouver l'intention. Si vous connaissez le droit, bien évidemment, vous savez que l'intention coupable est nécessaire pour qu'on puisse condamner quelqu'un pour un certain type de conduite. Mais par contre, on voit bien qu'avec les objets qui sont fabriqués aujourd'hui, parfois les consommateurs font le choix de payer moins cher pour moins de qualité. Alors, c'est peut-être normal si les produits et les biens ont une durée de vie un petit peu plus courte. Par contre, qu'est-ce qu'on fait avec les gens pour qui ou les entreprises pour qui on peut vraiment prouver qu'il y a eu une pratique déloyale avec l'obsolescence programmée? De un, le projet de loi modifiait la loi sur la protection du consommateur pour créer, si vous voulez, cette infraction. La deuxième chose dans le projet de loi, c'était de créer un indice de durabilité des biens qui allait être apposé sur l'emballage des produits. Au départ, on commençait avec les produits électroniques et les produits électroménagers, puis on aurait estimé ensuite que ça valait la peine d'élargir les produits visés par cette obligation. Un indice de 1 à 10 qui aurait été déterminé là, par le Bureau de normalisation du Québec. Donc, vous comprenez que en tant que juriste, on était plus ou moins apte à créer cet indice-là, mais dans le projet de loi, on mandatait le Bureau de normalisation de créer cet indice-là. Et vous comprenez que lorsque un juge doit interpréter la garantie légale qui est offerte par l'Office, par la loi sur la protection du consommateur, l'indice de durabilité aurait pu être utilisé justement pour aider à interpréter cette garantie-là et pour favoriser le consommateur. Le troisième point important, pièces et outils rendus disponibles pendant un temps raisonnable et à un prix raisonnable. Si vous connaissez un peu le sujet, vous savez probablement que Apple a inventé une vis et un tournevis qui sont les seuls à pouvoir utiliser une vis pentalobe, une vis étoile à 5 têtes plutôt qu'à 4. Donc, dans le projet de loi, si Apple décide d'utiliser de tels outils, il doit les rendre disponibles pour les consommateurs ou pour les réparateurs et à un prix raisonnable. Vous comprenez qu'Apple pourrait effectivement vendre son tournevis pour 250 $, puis là, on aurait trouvé un moyen, évidemment, de contourner la loi, ce qui n'est pas souhaitable. Alors, dans l'optique du droit à la réparation, les outils et les pièces fournis pendant un délai raisonnable. Et la dernière chose, créer un regroupement de réparateurs certifiés, certifié par l'Office de la protection du consommateur et qui ferait en sorte que si une réparation était faite par un de ces réparateurs certifiés, la garantie du fabricant devrait être honorée. Vous savez que parfois, les fabricants, si on ouvre un portable et qu'il y a une espèce de petit autocollant qui nous dit que le seau est brisé, mais à ce moment-là, la garantie ne serait pas honorée. Alors, l'idée, c'était justement d'éviter que les fabricants monopolise la réparation des biens parce qu'on sait comme consommateur que ça a un impact négatif sur le prix. En terminant, je pense que une des principales raisons pour lesquelles on a de la difficulté à attaquer ces problèmes-là via la voie juridique, ce sont les aspects politiques. Dès que le projet de loi a été déposé, dans les jours qui ont suivi, il y a un organisme qui s'appelle Electronic Product Stewardship Canada qui a rapidement envoyé une lettre au député Guy Ouellet en expliquant pourquoi, pour les consommateurs, c'était une très mauvaise idée d'adopter un projet de loi qui faisait valoir l'importance du droit à la réparation et qui luttait contre l'obsolescence programmée. Monsieur le député Ouellet a siégé avec des élus de la côte est américaine et des élus canadiens sur une espèce de panel
s'intéresser à ce que les États et les provinces font pour justement légiférer, pour faire valoir le droit à la réparation. Dans 21 États américains, il y en a un où ça a passé. Et quand on voit un peu le processus, les projets de loi finissent par mourir au feuilleton, comme on dit en bon québécois, ça jamme dans le coude. Et on peut se douter de la raison pour laquelle ça se produit, mais effectivement, les lobbies se drèvent, les lobbies se lèvent, et se dressent. Et donc, je vais finir là-dessus. Je pense que pour que le droit de l'environnement soit efficace, ça va prendre des politiciens allumés et ça va surtout prendre des citoyens qui suivent ce qui se passe au niveau de l'actualité politique ou juridique et qui fassent les pressions nécessaires sur nos représentants politiques. Merci beaucoup, Jonathan. Encore des belles questions qu'on pourra avoir. Maintenant, Anne-Sophie. Oui, merci Hélène. Donc, avant de débuter, je vais faire une simple petite précision là, pour les participants qui nous écoutent. Donc, vous devriez voir en bas de l'écran qui présente chacun des panélistes un bouton vert où il est écrit « Je pose une question » et c'est en cliquant sur ce bouton que vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, qui va donner accès à la boîte questions et réponses. Là où vous allez pouvoir écrire vos questions pour que nous puissions les recevoir. Donc, si dès à présent vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer pour que justement Hélène puisse en prendre connaissance et nous les relayer. Donc, c'est le bouton vert que vous devriez voir en bas de l'écran. Donc, ce petit point technique étant dit, je vais rebondir sur plusieurs aspects que mes panélistes conjoints ont présentés, mais avec une perspective peut-être un petit peu différente. Donc, dans la dernière année, il y a eu beaucoup de processus de réforme législative, de nouveaux outils législatifs également qui ont été présentés à l'Assemblée nationale principalement. Et au regard de ce travail-là qui a été fait à l'Assemblée nationale et auquel le CQDA a pris part, notamment en déposant des mémoires, il y a également le CQDA le constate là, au fil des 30 ans qui viennent de s'écouler du travail qu'il a effectué. Il y a en effet des clés, disons, pour que le droit de l'environnement fonctionne bien. Et comme les panélistes précédents l'ont soulevé, il y a évidemment dans ces clés-là la compréhension du système juridique, à la fois par les citoyens qui doivent, les citoyens sont des acteurs principaux de la protection du droit de la protection de l'environnement, pour faire en sorte que le droit de l'environnement fonctionne. Et pour qu'il puisse jouer son rôle, bien évidemment, il doit comprendre quels sont les fonctionnements du système de justice et il doit y avoir une éducation au droit qui doit être accessible à l'ensemble des citoyens. Donc, il y a d'une part un travail à faire et c'est au-delà du droit de l'environnement, bien évidemment, mais de rendre le droit accessible et que ce soit plus cette espèce de monstre qui est épeurant, on a beaucoup de préjugés négatifs, disons, envers, par exemple, les avocats, les tribunaux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour démocratiser le système de justice? Donc, par son travail, le CQD tente vraiment d'outiller les citoyens pour à la fois rendre le droit à la participation citoyenne un droit qui est réel et qui s'opère, mais aussi donner de l'information juridique, donner les outils pour qu'on comprenne comment est-ce que le droit de l'environnement s'opère puis s'orchestre au Québec. Mais il y a cet aspect-là que Jonathan mentionnait qui est super important, c'est la connaissance que les citoyens doivent développer pour pouvoir participer à la protection de l'environnement. Mais il y a aussi un élément qui est revenu de vos présentations aussi, c'est la transparence dans l'action, à la fois dans l'action politique et dans l'action juridique. D'abord, Hélène a commencé la présentation en parlant, justement, il y a le PEV qui a été déposé hier. Précédent le PEV, il y a eu un projet de loi, le projet de loi 44, qui est entré en vigueur au début de l'automne et qui est devenu la loi sur la gouvernance climatique. Et dans ce projet de loi-là, qui est maintenant la loi, il y a une base, disons, qui a été mise pour avoir une loi climat. Donc, il y a plusieurs éléments quand même qui sont manquants.
Mais le principe, disons, d'une loi climat, c'est entre autres qu'on puisse avoir un suivi de l'action gouvernementale, de l'action politique, donc une transparence dans la lutte au changement climatique. Ces éléments-là pour lesquels le CQDA a demandé que ces éléments-là soient vraiment bien inclus dans le projet de loi sont vraiment essentiels pour qu'il y ait une confiance aussi. Quand les citoyens ils veulent participer à la protection de l'environnement, il faut aussi qu'il y ait une confiance que l'action politique, l'action législative va également aller en ce sens-là. Donc, la transparence dans l'action est également vraiment essentielle. Je vois que le temps file, donc je vais me contenter de ces deux aspects-là pour lancer la conversation ou la réflexion, donc de miser sur la connaissance et la transparence dans le processus législatif et politique. Excellent, merci à vous trois. La première question est à Jonathan. Je pense que tu en as laissé plus d'une sur leur fin. Donc, plusieurs. Il y a Anne-Catherine et Nathalie qui se demandent qu'en est-il advenu du projet de loi 197 et sachant le résultat, quelles sont les possibilités je ne vais pas voler le punch, là, mais quelles sont les avenues possibles pour faire quelque chose avec ce projet de loi-là, finalement? Ouais, bonne question. C'est mon sens du dramatique, hein. Je vous ai laissé sur une... Écoutez, le projet de loi ne serait pas mort au feuilleton. Vous connaissez un peu probablement les moyens dont on dispose au niveau de l'Assemblée législative. Le projet de loi a été déposé par un député indépendant, donc pour être étudié, il doit être appelé par le gouvernement. Il y avait une pétition, donc les étudiants avaient rédigé une pétition qui a recueilli 45 000 signatures, donc on voulait mettre un peu de pression de cette manière sur le gouvernement. Ça a eu de super beaux échos. Et donc, on les a un peu mis dans l'embarras parce qu'ils pouvaient difficilement rejeter le travail des étudiants. Ça venait justement non pas d'un parti d'opposition, mais d'étudiants d'une université qui s'impliquaient par rapport au bien de l'environnement et à la protection des consommateurs. Alors, la ministre Lebel, qui s'occupe du dossier de la protection du consommateur pour la CAQ, c'est la ministre de la Justice qui s'occupe de ça, a rencontré les étudiants et on a déclenché une consultation publique qui a été menée par l'Office de la protection du consommateur qui a pris fin le 20 décembre 2020. 2019. Alors, on est en attente de ces résultats-là, à savoir qu'est-ce que le gouvernement va faire des résultats de cette consultation. On ne pense pas que le projet de loi 197 va être appelé tel quel, mais on pense que le travail des étudiants aura au moins peut-être influencé le gouvernement. Là, vous savez ce qui se passe depuis le printemps. Je pense que la COVID a probablement eu un impact là, dans la transmission et la publication de ces résultats-là. Bref, on est en attente de ça. Excellent. Donc, j'ai une autre question peut-être qui va être pour Alexis, pour notre constitutionnaliste. Avec 46.1 de la charte, le droit à un environnement sain, il y a quelqu'un qui se pose comme question, Sylvie, pourquoi ça serait pas prépondérant? Pourquoi c'est pas encore prépondérant et pourquoi finalement on n'est pas capable là, de mettre en œuvre concrètement ce fameux droit à un environnement sain? Mon premier feeling serait de dire qu'on est tellement habitué à voir le droit de l'environnement comme un droit réglementaire pour encadrer la pollution. Puis notre philosophie libérale de liberté de commercer, liberté de pouvoir s'enrichir est tellement imprégnée dans notre façon de voir les choses, dans notre éducation aussi en tant que juriste. Les facultés de droit en général nous enseignent à devenir pas mal plus conservateurs que critiques en général. Moi, c'est pas mal le contraire qui m'est arrivé avec mon baccalauréat, mais quand on prend un étudiant normal en droit puis on le ressort à la fin, il va être en général plus conservateur. Donc, ceci étant, je pense que ces facteurs-là font en sorte que cette prépondérance-là de l'environnement, peut-être qu'il faudrait justement la supporter par une certaine jurisprudence. Il faudrait des juges qui soient courageux là-dedans. Anne-Sophie, peut-être que tu aurais des réflexions là-dessus. Oui, c'est sûr que premièrement, simplement dans la façon que le droit à un environnement sain a été écrit dans la charte, il y a quand même une restriction qui est extrêmement importante. Donc, l'article précise que c'est dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi.
Donc déjà, juste dans la façon qu'on a rédigé l'article, le législateur a choisi de restreindre la portée du droit à un environnement sain. Ensuite, ben c'est pas considéré comme un des droits principaux là, de la charte. Donc il peut pas être activé par lui-même. C'est un droit de seconde génération, donc il n'a pas la même force que les premiers articles de la charte québécoise. Et en plus de ça, ben il y a eu un arrêt assez important là, en matière de droits économiques et sociaux qui avait été rendu par la Cour suprême en 2002. Donc c'est l'arrêt Gosselin qui est justement venu confirmer que on peut pas rendre opérants les droits économiques et sociaux, puis on peut pas forcer l'action gouvernementale pour protéger certains droits. Donc c'est sûr qu'il y a comme en effet une vision de comment est-ce qu'on appréhende la protection des droits de la personne, des droits économiques et sociaux, qui fait en sorte que le droit à un environnement sain peut pas prendre sa pleine ampleur. Mais évidemment, il y a aussi les restrictions même à l'écriture dans le texte de l'article. Puis, pour simple précision, aussi, il y a aussi le droit à un environnement sain est repris dans la loi sur la qualité de l'environnement, mais encore là, en précisant que c'est balisé par les lois et règlements là, qui encadrent la protection de l'environnement. Donc, on n'a pas, le législateur a peut-être manqué un peu de courage, là, si je peux le dire ainsi, pour quand il a repris le même texte, les mêmes contraintes dans la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, c'est extrêmement restreint pour le moment, mais le droit est toujours porté à évoluer, puis on espère justement que l'arrêt Gosselin n'arriverait pas au même résultat aujourd'hui si un jugement, par exemple, qui serait basé sur le droit à l'environnement sain serait porté devant les tribunaux. Ben, on espère que le raisonnement juridique pourrait être différent, surtout considérant, par exemple, la multiplication des recours climatiques qui ont lieu au Canada comme partout dans le monde, au Québec entre autres. Donc, d'avoir une vision un peu différente de la portée qu'on peut donner à ces droits-là. Anne-Sophie, il y a une question qui est posée par Pierre par rapport à la Cour fédérale là, qui a rejeté la requête des jeunes Canadiens. Il se pose comme question, c'est est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres avenues? Et ensuite de ça, il y a plusieurs questions qui sont adressées à Alexis, mais dans le fond, je vais laisser Anne-Sophie répondre, puis après ça, là, je vous oublie pas ceux qui ont posé des questions, là, je reviendrai pour Alexis pour des questions plus précises. Ben en fait, ce qui est, oui, il y a d'autres avenues pour les recours climatiques. Bon, entre autres, il y a également l'action collective d'environnement jeunesse qui va être entendue par la Cour d'appel dans les prochains mois. Qui est une autre avenue, une autre façon d'envisager les recours climatiques. Il y a également eu une décision qui a été rendue par une cour en Ontario qui a accepté partiellement un recours climatique de jeunes Ontariens. Mais c'est sûr que des fois aussi, bon, comme on le voit pour Environnement Jeunesse, dans ce cas-ci, c'est le véhicule procédural qui pose problème. Donc, on n'est pas encore allé au fond du dossier pour savoir comment est-ce qu'on va traiter l'angle constitutionnel, le respect des droits et libertés dans ce cas-ci. Donc, il y a encore des causes qui sont pendantes puis qui vont pouvoir, je l'espère, nous apporter des réponses positives. Excellent, merci Anne-Sophie. Donc pour Alexis, ça a interpellé plusieurs personnes, les deux de tes références. La référence, le fait d'accorder la personnalité juridique à des entités biologiques, à des arbres où il y a eu d'autres possibilités, également une rivière, un arbre. Il y a aussi, tu as évoqué un petit peu la Pachamama là, comme concept, mais il y a aussi comment ça pourrait être mobilisé comme concept d'interprétation. Donc, tu as aussi évoqué la possibilité d'utiliser une conception davantage holistique dans l'interprétation au niveau des juges. Et là, il y a quelqu'un qui se pose comme question, qu'est-ce que ça prend à valeur, ce principe d'interprétation-là? Comment ça pourrait être mis en œuvre? Donc, deux volets là, au niveau de la personnalité juridique et aussi le principe d'interprétation nouveau ou finalement, qui ferait un levier contre l'eurocentrisme et l'anthropocentrisme. Par rapport à la personnalité juridique, on a des exemples de certains endroits dans le monde. Ça s'est fait en Colombie, ça s'est fait aussi en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, comment ça fonctionne? C'est qu'on a donné l'entité juridique à
à la rivière en lui nommant une organisation qui est un peu comme son tuteur, qui aurait la responsabilité de venir défendre les droits de cette rivière-là. C'est assez récent, donc ça a permis une meilleure protection de la rivière. Ça reste quand même quelque chose à prouver, mais il reste quand même qu'aujourd'hui, ces rivières-là, en Colombie puis en Nouvelle-Zélande, ils peuvent ester en justice de la part de leur tuteur, mais maintenant, ça leur permet quand même d'aller défendre leurs droits. Pour ce qui est comme du principe interprétatif, mon monde idéal, part de loin, là, mais dans mon monde idéal, c'est que on vit dans une constitution qui délègue le pouvoir de la part de Sa Majesté la Reine. Et personnellement, je pense qu'on devrait avoir une constitution qui partage le pouvoir entre les individus, entre les nations du territoire. Au lieu d'avoir cette délégation-là de la part de la reine, on devrait en arriver par une refondation du Canada ou éventuellement une souveraineté au Québec à réécrire la Constitution et, dans mon monde idéal, qu'est-ce que j'ai amené comme principe interprétatif se retrouverait non seulement pour le droit de l'environnement, mais en général dans le Constitution, dans le préambule de la Constitution, d'une nouvelle Constitution, où ces principes-là, on utilise aujourd'hui des principes interprétatifs pour déterminer, entre autres, le salaire des juges. Ça nous vient du préambule de la Constitution en disant qu'on veut quelque chose qui ressemble à l'Angleterre. Donc, si on aurait ces mots-là, l'idée du cercle, de la décision par le cercle, l'idée des 7 prochaines générations et l'idée que nous faisons partie du territoire dans la Constitution, dans le préambule, ça serait un message fort et puissant pour justement avoir une nouvelle perception. Le tout en faisant aussi des accords territoriaux avec les Premières Nations. Je pense qu'on n'arrivera pas à une paix sociale dans ce pays-là tant qu'on n'arrivera pas justement à ce partage-là du pouvoir. Parce que c'est quoi qu'il y a derrière ça? C'est justement un partage du pouvoir, d'où vient le racisme dont on parle tout le temps aujourd'hui. Ça vient du fait qu'on voulait prendre le pouvoir des peuples autochtones, leur enlever et avoir la mainmise complète sur le territoire. Tout est interrelié. Vous allez me dire, je vais loin avec le racisme, mais il reste que cette conception-là, eurocentrique, cette conception-là aussi de la suprématie blanche, parce qu'il faut se rappeler que notre Constitution est basée sur des principes de civilisateurs, en pensant que la civilisation européenne est supérieure. Donc, il faut remoduler ces choses-là et en arriver, je pense, à un point où on va avoir ce partage du territoire-là, puis les principes interprétatifs qui seraient dans le préambule vont être utilisés à beaucoup de choses, non seulement en droit environnemental. Si on reste seulement en droit environnemental, il faudrait peut-être en venir à écrire peut-être certaines lois environnementales en instaurant ces principes-là, en indiquant ces principes-là qui pourraient servir de clauses interprétatives ou en préambule. Ça resterait à déterminer comment on pourrait les mettre en application, mais c'est ça. Dans un monde idéal, il faudrait l'écrire dans la Constitution, selon moi, puis il faudrait faire la Constitution. Donc, pas une mince tâche pour tout le monde, mais effectivement, je partage l'avis d'Alexis sur les réformes radicales. Je pense qu'on est rendu là. Et peut-être je rajouterais simplement, souvent on se dit c'est impossible, on regarde pas souvent sur une lunette de temps assez longue, et aussi on prend pour acquis ce qu'on nous dit, ben c'est inévitable, le développement se fait comme ça depuis toujours. Ben, en fait, c'est pas depuis toujours si on le regarde de façon historique. Et dans mon introduction, je parlais de la pandémie. Même chose aussi, c'est des choses qu'on pensait impossibles il y a à peine un an, et alors qu'on est capable de le faire. Donc, peut-être que Alexis dit, c'est utopique dans mon monde idéal, mais souvent, ce type d'idées-là, faut les ramener. C'est pas impossible. Il y a eu des renversements d'idées au cours de l'histoire qui ont eu des impacts très, très structurants sur le reste de la société. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, et encore maintenant, comme je vous dis, avec le contexte de la pandémie. Donc, gardez votre fibre utopiste parce que parfois, justement, les idées changent et c'est pas impossible de faire ça. Mais ce que je dis souvent par rapport à ça, c'est que si on n'en parle pas, si on n'essaye pas, c'est sûr que ça n'arrivera pas.
Effectivement, ça c'est certain. J'avais une petite question plus technique qui est adressée à Anne-Sophie sur le projet de loi 44. C'est une personne anonyme qui se demande quelle disposition de cette loi vous porte à penser là qu'il y a une ouverture vers une loi cadre sur le climat, et dans un deuxième lieu, quelle forme pourrait prendre cette loi climat? Donc, c'est ça, j'en ai fait mention rapidement, donc ça me fait plaisir de pouvoir mieux expliquer ce qu'est la loi sur la gouvernance climatique qui a été adoptée, mais aussi de mieux expliquer ma pensée. Donc, dans le fond, ce que j'ai mentionné, c'est que c'est comme la base d'une loi climat. C'est pas un outil juridique qui est à la hauteur de ce qu'on pourrait appeler une réelle loi climat selon le CQDE. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par dans le fond, c'est comme c'est une ouverture vers un cadre juridique qui pourrait évoluer vers être une vraie loi climat. C'est qu'on voit certains éléments là, qui sont nécessaires pour appeler ça une loi climat. Par exemple, il y a eu la création d'un comité consultatif sur les changements climatiques. On revoit un peu le rôle du ministre pour en faire le responsable de l'atteinte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a quand même une grande déception parce qu'on voit qu'il y a plusieurs éléments qui sont essentiels pour que ce soit une réelle loi climat qui n'a pas été adoptée. Le premier élément que je peux mentionner puis qui est vraiment évident, c'est qu'il n'y a pas eu d'inclusion de budget carbone dans la loi sur la gouvernance climatique. Donc, en gros, des budgets carbone, ça permet de créer des objectifs à court terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, de prévoir pour une période de 5 ans, on a par secteur économique, par exemple, par secteur d'activité, des émissions qui sont disponibles. Donc, un budget carbone pour ces secteurs d'activité-là. Et après chaque période, il y a évidemment une révision de ces budgets-là pour qu'on puisse avoir une cible court terme et pas seulement une cible, donc 2035-2050 qui semble loin pour se mettre à l'action maintenant. Donc ça a été malheureusement pas retenu dans la loi sur la gouvernance climatique. Donc mon point, c'était vraiment simplement qu'il y a eu d'adopter à l'automne une base et malheureusement, elle est insuffisante, mais on espère qu'elle sera bonifiée extrêmement rapidement pour arriver à donner au Québec les outils législatifs et les moyens d'action qui sont nécessaires pour avoir des actions qui sont concrètes et qui sont performantes, qui vont arriver à des résultats concrets dans la lutte à la crise climatique et de perte de biodiversité que l'on connaît actuellement. Excellent. Je pense que là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je vous invite là aux membres du public de poser vos questions. Là, ça me fera plaisir de les communiquer aux participants. Je vais peut-être juste relancer le débat en attendant de voir s'il n'y a pas d'autres questions plus précises. Là, par rapport aux défis ou d'engagement, chacun là, vous vous engagez de diverses façons pour essayer de changer les choses en matière environnementale, que ce soit par des projets spécifiques ou de façon plus globale. Et donc, peut-être vous entendre, on peut commencer par Jonathan, là, tu parlais à la fin de ta présentation sur le politique, sur des défis politiques. Et donc, rétrospectivement, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là et de ton engagement sur l'utilité de ton engagement et qu'est-ce qui va t'aider à poursuivre finalement là, probablement dans cette voie-là? Je te dirais deux choses. La première, l'engagement, on ne fait pas ça pour les résultats. On fait ça par principe parce que si on attend les résultats, je pense que généralement, ça pourrait être décourageant. On fait ça par principe, on fait ça par fierté. Et peu importe ce qui adviendra du projet de loi 197, ça va continuer de marquer à la fois mon rôle de citoyen, mon rôle de père, puis mon rôle de pédagogue. Mais juste au niveau des citoyens, je pense qu'une des choses qui nous pose problème aujourd'hui, c'est justement l'impression qu'on délègue tout au gouvernement en oubliant que les gouvernants sont nos mandataires et que si on leur donne un chèque en blanc au début en ayant voté pour eux et que tout ce qu'on fait entre-temps, c'est de se contenter de chialer,
Là, on voit bien, on les entend, les discours autour du plan vert. J'ai bien aimé la caricature hier dans Le Devoir avec M. Legault qui remplaçait le T du vert et qui mettait un S et c'était plan vers l'économie. Alors, on voit bien que là, le Québec a comme solution de rechange d'acheter probablement des crédits carbone en Californie, ce qui nous permet de ne pas enclencher les réelles transformations sociales dont on a besoin. Ben, si on passe 2 semaines, 3 semaines à chialer de ça, à travers justement les médias et tout ça, puis que dans 4 semaines, ben, c'est un autre sujet, on nous reparle encore de la COVID. Il n'y a pas de suivi de la part des citoyens et je pense que ça, c'est un des principaux problèmes. Anne-Sophie parlait tantôt de la transparence puis de l'engagement. Ben, il faut l'exiger comme citoyen, cette transparence-là, de la part de nos institutions. Et il y a déjà à peu près 2500 ans que Platon disait le système démocratique, c'est le pire des systèmes politiques. Pourquoi? Parce qu'on donne le pouvoir de gérer la démocratie à des gens qui se foutent de ce pouvoir-là et qui n'ont pas les compétences requises. Personnellement, je suis pas à 100% d'accord avec Platon, mais il faut voir de quelle manière, nous, comme citoyens, on ne pourrait pas en faire un peu plus, exiger un peu plus. Au Québec, on chiale beaucoup, ça nous fait du bien, donc on passe toute notre énergie, on canalise notre énergie de cette manière-là. Je pense qu'on serait peut-être un petit peu plus efficace d'aller dans l'action et d'exiger justement de nos représentants les transformations qu'on souhaite voir. Et si on arrive à influencer adéquatement le politique, ben ça va suivre au niveau juridique parce que malheureusement, les entreprises ont les moyens de payer des lobbyistes pour aller s'asseoir avec des députés et des ministres pour influencer les décisions ou l'action gouvernementale en leur faveur. Nous, comme citoyens, ce qui est difficile, c'est que on a nos enfants, on a notre job, on a nos vies particulières, puis en plus, il faudrait se mêler de la démocratie. Ben malheureusement, la démocratie, c'est pas un cadeau, c'est une tâche. Et quand on accomplit cette tâche avec un manque d'enthousiasme et de vigilance, ben voilà, la situation. Ça fait à peu près 40 ans maintenant qu'on parle de changement climatique. Moi, j'ai vécu la transition au moment où on se demandait si c'était en train d'arriver, au moment où on a dit oui, c'est en train d'arriver, puis au moment où on le vit, on le voit, on est dedans. Donc, je pense qu'il est temps qu'on passe du mécontentement verbal au mécontentement actif. Je relancerai Alexis ou Anne-Sophie si vous vouliez répondre à cette question. Ben, l'engagement, pour moi, c'est sûr que ça fait partie de mon mode de vie. Depuis que j'ai une vie professionnelle, je suis engagé dans la cause autochtone, la cause environnementale. Pour moi, si on peut faire en sorte que les Autochtones aient des droits sur le territoire, c'est très, très bénéfique pour la cause environnementale. Tant qu'à moi, le droit territorial autochtone, défendre ça, c'est du droit d'environnement, du fait que on le sait, les territoires contrôlés par les nations autochtones sont en général mieux protégés et il y a une plus grande biodiversité. Donc, cet engagement-là, c'est sûr que moi, je vois une certaine urgence, une certaine culpabilité aussi du mode de vie que j'ai comme beaucoup d'autres gens. Puis l'urgence, ben, j'ai des enfants, donc que leur avenir est ruiné. Quel avenir ils vont avoir? Pour moi, c'est sûr que cette question-là me turlupine souvent. Qu'est-ce qui est le plus pressant? Faire la lutte pour les droits des peuples autochtones ou la lutte pour le droit de l'environnement ou pour un environnement qui est viable et qu'on pourrait se projeter dans l'avenir. Anne-Sophie, est-ce que tu voulais répondre aussi? Oui, ben, je vais faire quelques courtes observations, là, comme je vois qu'il y a quand même des questions qui rentrent aussi. Mais en fait, moi, j'ai le goût de rebondir un peu sur ce que Jonathan présentait. Ce que je trouve super intéressant, en fait, avec le momentum et avec le changement de discours par rapport à la crise climatique, c'est qu'avant, on disait toujours aux gens, ben, vous pouvez faire chacun vos petits gestes. Si on recycle, on va faire la différence. Puis maintenant, on se rend compte que ces gestes individuels-là sont nécessaires. Bien entendu, il faut changer nos comportements individuels, mais ils ne sont pas suffisants. Et on demande à l'État d'être exemplaire dans ses actions et d'avoir un plan qui est cohérent, d'avoir donc de vraiment agir pour lutter contre la crise climatique et justement dans cette perspective-là de voir la multiplication des recours climatiques
de voir la multiplication des demandes quand même des citoyens qui se disent que, par exemple, il y a des grands projets d'exploitation de ressources naturelles qui ne sont plus possibles en 2020 à cause de la crise climatique. Bon, ce changement de paradigme-là, moi, je trouve ça quand même extrêmement intéressant puis assez porteur aussi, et que le droit puisse être un outil puis un allié aussi dans cet engagement-là, et plus seulement un engagement individuel, mais un engagement collectif aussi. Excellent. Donc, il y en a deux personnes qui se posent la question par rapport au, en fait, on l'appelle le plan vert, mais pour le titre exact, c'est le plan pour une économie verte. Donc, économie, je pense, devrait être mis en gras. Et des personnes se posent comme question, c'est quoi les principales lacunes, notamment de ce plan-là, et en particulier aussi par rapport à d'un réseau efficace pan-canadien de transport interrégional. Donc, pour s'attaquer au GES, là, l'électrification des transports. Donc, il y a une question plus générale sur les failles de ce plan. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont consulté, là, vu que c'est très frais, donc ça date d'hier. S'il y a quelqu'un qui veut parler là-dessus, je vous laisse la parole. Personnellement, je suis en immense correction, donc j'ai malheureusement pas eu le temps. J'en ai eu les principaux échos là, via les médias, mais malheureusement, je vais vous répondre. Pour l'instant, je n'ai pas pu y jeter un œil suffisamment attentif. Si je peux me permettre un petit commentaire, entre autres, il y a un des éléments qui semble à première vue assez problématique, c'est qu'il y a simplement il y a un certain pourcentage en fait, donc pour être précis, je pense que c'est 42% des actions nécessaires pour réduire les émissions de GES qui ont été identifiées par le plan. Et le gouvernement a mentionné que, de façon évidente, le fédéral va devoir aussi poser des actions pour réduire ces émissions-là. Puis là où je veux nous amener, puis c'est un peu soulever le paradoxe dans ce discours-là, considérant que l'une des mesures phares du gouvernement fédéral pour lutter contre les changements climatiques, surtout pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est la tarification carbone. Donc, le CQDA est intervenu dans les différentes instances, notamment en Ontario et à la Cour suprême, dans le recours pour la tarification carbone. Du côté du CQDA, on soutenait la mise en place d'une tarification carbone par le fédéral, mais Québec est allé en Cour suprême pour est allé soutenir la position inverse, donc à l'effet que c'est pas constitutionnel de la façon que le fédéral le propose. Donc c'est un peu paradoxal de voir que d'un côté le Québec dit notre plan ne vise pas toutes les émissions parce que de toute façon nous ne sommes pas le seul acteur qui va agir sur ces émissions-là. Le fédéral le fait aussi, puis la mesure phare qui est imposée par le fédéral est contestée par Québec. Donc c'est un petit peu paradoxal de voir ce discours-là par le gouvernement quand il présente son plan. Et puis, si je peux ajouter comme de façon plus pragmatique, là, si le gouvernement justement disait on ajoute beaucoup de financement pour l'adaptation au changement climatique, mais c'est un budget qui est quand même décevant pour l'adaptation. C'est le parent pauvre des changements climatiques. Là, on n'en parle pas suffisamment, à la fois dans le cadre législatif, dans le cadre réglementaire et encore une fois dans la politique sur l'économie verte. Donc, tant que tu as un manque de volonté, pas une prise de conscience concrète que les changements climatiques causent des effets actuellement, et ces effets-là vont s'accentuer et vont causer des problèmes importants, notamment dans les villes. Merci. Il y a deux questions qui sont davantage pour Alexis. J'en ai une, c'est comment on pourrait concrètement, là, ou peut-être en faisant une analogie, comment ça a été fait ailleurs, octroyer la personnalité juridique à des espèces en péril et comment on pourrait importer ça peut-être dans le contexte canadien, sans trop te faire repenser à ton cours de propriété, là, de droit des biens, là, mais comment ça pourrait se cadrer ou pas dans notre système juridique. Et l'autre question, c'est le projet de loi 197 montre que les groupes de citoyens peuvent faire porter leur voix jusqu'à l'Assemblée nationale. Et la question qu'elle pose, c'est Anne-Julie, comment faire en sorte que la voix des Premières Nations soit mieux entendue par le législateur et que leur vision se reflète davantage dans la législation?
C'est moi. Donc, comment concrètement importer, comment donner des personnalités juridiques? Ça s'est fait par l'exercice de loi voté au Parlement de Nouvelle-Zélande, voté par la législature de la Colombie. Je ne verrais pas trop comment on pourrait faire autrement dans le cadre juridique actuel. On l'a vu avec, dans le Code civil, l'article 899.1, si je me rappelle bien, ou 898.1, qui dit que les animaux qui sont régis par le droit des biens ne sont pas des biens, sont des êtres sensibles et qui méritent une certaine considération. Donc, on le voit qu'on est capable de faire des modifications au Code civil en ce sens pour sortir un petit peu les animaux du droit des biens sans les sortir. Il faudrait peut-être en arriver au point où on fait des lois sur une forêt, puis ça se fait, c'est comme ça que ça s'est fait dans d'autres pays. Après ça, pour la question de la place des Autochtones dans l'appareil législatif québécois ou canadien, c'est un grand chantier. Il a existé dans le passé des projets de forums permanents de relations entre les Premières Nations et le gouvernement du Québec, commission permanente. C'est quelque chose qu'ils font en Nouvelle-Zélande, une commission permanente. Mais le problème de fond, c'est qu'on arrive tout le temps avec des solutions qui sont des plasters, tant qu'à moi. Si on veut en arriver à avoir notre place réelle, il va falloir y aller par voie de traité si on veut rester dans le cadre constitutionnel actuel ou une redéfinition constitutionnelle, comme je parlais un petit peu plus tôt. Mais si on reste dans le cadre constitutionnel actuel, par voie de traité, en train d'étudier en ce moment, j'ai beaucoup l'esprit de dans la gouvernance CRI en ce moment, puis bon, ben il existe un comité permanent CRI, un comité sur la foresterie CRI Québec, des comités de consultation, et on a pu le voir que le droit de l'environnement puis le droit territorial des nations autochtones, c'est quand même assez relié. J'ai l'exemple en tête de Strateco, la compagnie minière qui explorait pour de l'uranium dans les UHT, le territoire ancestral des Cris. Et bien que le gouvernement du Québec ait donné les claims miniers pour pouvoir faire l'exploration, éventuellement l'exploitation, les Cris sont arrivés à un point où ils ont dit que c'était pas acceptable socialement pour nous. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Strateco qui poursuit le gouvernement du Québec pour plusieurs millions. Mais au bout de la ligne, Strateco n'a pas fait de mine sur son territoire. Donc, on voit que les Cris, puis je suis loin de dire que le traité, la Convention de la baie James est l'exemple parfait qu'on devrait suivre et qu'on devrait copier partout, là. Il y a quand même des zones moins intéressantes dans ce traité-là, mais on voit qu'avec un traité, la voix des Cris a été entendue sur ce sujet-là. Puis la voix des Cris est entendue sur beaucoup d'autres sujets. Donc, si on veut en arriver vraiment à avoir une intercompréhension, il va falloir en arriver à des traités puis faire en sorte de partager le pouvoir. Mais est-ce qu'on veut vraiment partager le pouvoir? Effectivement, une très bonne question. Il y a quelqu'un qui pose également, que pensez-vous du projet de loi sur le climat présenté par Dominique Champagne? Est-ce qu'il y en a qui veulent commenter? J'ai Anne-Sophie qui a l'air de... Allez-y. Oui. Donc, ce projet de loi-là avait été présenté de façon indépendante, donc sans qu'il y ait de projet de loi qui avait été déposé par le gouvernement lui-même. Donc, ça avait comme été proposé à François Legault comme une loi qui devrait être amenée justement à l'Assemblée nationale. Il y avait plusieurs, en fait, des éléments qui sont dans cette proposition-là qui ont été reprises, qui disent que c'est la base même d'une loi climat. Donc, c'est des évidences, là, par exemple, mettre les sites de réduction des émissions de GS dans la loi et non pas simplement dans un décret. Il y avait des rôles d'experts conseils qui étaient un petit peu différents. Donc, si je me trompe pas, il n'y avait pas de mise en place d'un comité consultatif. Il y avait également quand même des aspects sur la participation du public. Donc, au final,
cette proposition-là rejoint beaucoup des propositions que le CQDA a faites dans le cadre de l'analyse du projet de loi 44, donc dans les commissions parlementaires. Sauf qu'on est allé un peu plus loin au final, justement en proposant un cadre de gouvernance climatique qui est plus complet et qui s'apparente davantage aux cadres législatifs qui ont été adoptés dans d'autres législations. Là, par exemple, au Royaume-Uni, où c'est l'exemple presque parfait d'une loi climat. Donc, on a poussé la proposition un petit peu plus loin. Puis, si jamais ça vous intéresse de voir qu'est-ce que le CQDA avait fait comme proposition, vous allez pouvoir trouver toute l'information sur notre site Internet. Donc, c'était certainement une bonne première proposition. Puis nous, je pense, là, avec modestie, là, qu'on l'a amené un petit peu plus loin. Excellent. Il nous reste environ 6 minutes. J'ai pas de nouvelles questions spécifiques. Et là, je m'excuse s'il y en a que j'ai mal résumé votre question. J'ai essayé là pour la plupart de faire des amalgames parfois lorsqu'il y avait des questions qui se ressemblaient. Je laisserai peut-être chacun de nos conférenciers prendre le rôle de faire un petit mot de la fin là, peut-être un petit mot aussi ce que vous voulez que les participants retiennent de vos interventions. Je vais commencer par Jonathan, qui enseigne dans 6 minutes. Merci Hélène. Donc, merci pour l'invitation. Merci à Alexis et Anne-Sophie. Je pense qu'effectivement, si on veut que le droit arrive à répondre aux besoins environnementaux actuels, ça va prendre des citoyens engagés, ça va prendre des citoyens qui mettent de la pression sur leurs institutions. Mais je pense, pour faire un peu de chemin sur ce qu'Anne-Sophie disait, on a dépassé la période où il suffisait de fermer l'eau du robinet quand on se brosse les dents pour changer la planète ou de mettre nos affaires dans notre bac de recyclage. Ça va prendre des dispositions législatives claires qui vont forcer des transformations collectives. Alors, je pense que c'est vers là qu'on doit aller. Et je vous dis merci beaucoup à tout le monde et je vais me déconnecter pour aller enseigner. Merci Jonathan, merci. Anne-Sophie. Oui, donc en fait, je clorais ce panel en indiquant que qui, à mon sens, c'est le plus important pour comment est-ce qu'on utilise le droit, comment est-ce qu'on le mobilise ou comment est-ce qu'on veut le faire évoluer. C'est en effet d'abord l'engagement citoyen, la participation du public, et également d'avoir une volonté de s'informer, d'avoir des faits véridiques, là, puis de prendre connaissance à la fois des enjeux environnementaux qui se passent dans vos milieux, des outils qui sont déjà à votre disposition, qui existent, pour ensuite, espérons-le, qu'on arrive aussi à avoir un changement de paradigme politique, puis d'avoir une volonté politique et des modifications législatives qui vont faire en sorte, en fait, que la protection de l'environnement et que la lutte dans la crise climatique ne relève plus justement simplement d'une volonté politique, mais qu'il y ait des obligations qui soient concrètes et réelles, à la fois pour le gouvernement, pour les villes, pour les citoyens, d'agir tous ensemble collectivement dans la lutte à la crise climatique, à la protection de la biodiversité. Alexis. Oui, pour conclure, moi je pense que cette urgence-là climatique nous amène à voir qu'il y a une urgence à réfléchir sur nos vies, sur notre philosophie en général, comme je le disais au départ. L'urgence climatique actuelle, on n'en serait pas là si on avait écouté les scientifiques il y a plusieurs années. On n'en serait pas là si on avait écouté beaucoup de gens dans les peuples autochtones aussi qui prédisent et qui nous ont fait part des dangers du mode de vie actuel, de la philosophie libérale dans laquelle on est. Donc, il serait temps, je pense, d'avoir non seulement une réflexion climatique, environnementale, mais quelles sont les causes de cette impasse? Parce qu'en ce moment, en tant que civilisation, là, on s'en va dans le mur. On continue comme ça. Si on fait rien, de toute manière, les changements climatiques vont nous arriver en plein dans le visage, puis on n'aura pas le choix d'agir. Et quelle sera cette civilisation-là? Quel sera ce monde-là? Est-ce que va être trop tard pour repenser les structures? On ne sait vraiment pas où on s'enligne avec
ces changements-là. Donc, j'espère qu'on va avoir le courage de repenser cette philosophie libérale-là d'accumulation de richesses, le capitalisme qui est derrière cette crise climatique-là, parce que cette façon de vivre-là, si on la continue, si on veut perdurer, ça va créer encore là d'autres inéquités, d'autres débalancements. Donc, je pense pas que peu importe la façon qu'on va définir le droit, si on ne s'attaque pas à la racine du problème, on va juste répéter les problèmes, puis on va avoir à retrouver d'autres solutions, d'autres plasters encore. Olioni, ça veut dire merci en Abénaki. Merci beaucoup, Alexis. Et je conclurai aussi en vous disant de garder en tête que les structures ne sont pas fixées dans le temps. Donc, vraiment, on peut les repenser. Donc, tout ce qu'Alexis a dit, même si pour certains, c'est idéaliste ou on serait... Et croyez en la capacité d'adaptation qu'on a tous et toutes. Vraiment, là, je vous laisserai avec ça et de revenir chacun chez soi et de pouvoir réimaginer notre monde pour vraiment avoir des impacts concrets sur notre environnement. Donc, sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là. On a eu une belle participation là, avec plus d'une 50aine de personnes. Donc, merci à tous pour votre temps.